Bonjour. Je vais commencer par peut-être rectifier un petit peu le tir sur ma bio parce qu'en fait, je me suis rendu compte que lorsque j'avais envoyé ma biographie, j'étais encore au CIREC, donc j'étais encore associée de recherche, mais je suis maintenant coordonnatrice de l'Institut EDEC, EDDEC pour Environnement, Développement durable et Économie circulaire. Ça, c'est 4/5 de mon temps et 1/5 de mon temps, puis c'est le chapeau que je porte aujourd'hui. Je suis agente de liaison au CIROD, donc je travaille avec Laure Varidel. Donc, ceci étant dit, je vais vous parler aujourd'hui en toute humilité parce qu'en fait, je pensais à ça hier soir puis je me disais, je voudrais surtout pas arriver dans un endroit où j'habite pas, que je connais moyennement, puis arriver avec un peu les gros sabots de Montréal puis de l'université puis dire voici les approches, les outils que vous devriez prendre. Donc, ma posture, c'est vraiment de vous partager ce que je connais, puis de susciter la réflexion. Puis j'espère qu'on pourra avoir un dialogue aussi sur ce sujet-là. Ça, c'est la cliquette pour changer. Excellent. Donc, en gros, l'idée, c'est quelles pourraient être des pistes d'action pour Baie-Saint-Paul, mais pour toute municipalité à partir de 3 pistes que je vais vous présenter. Donc, l'économie circulaire, l'approche cycle de vie et l'approvisionnement responsable. Qui ici, d'ailleurs, on va faire un petit sondage rapide, qui connaît l'économie circulaire? Levez votre main. Quand même, OK. Qui connaît l'approche cycle de vie ou l'analyse du cycle de vie? OK, proportion égale. Et l'approvisionnement responsable? Parfait. Bon, mais je m'adresse à un public quand même averti. Donc, avant de parler d'économie circulaire, on va parler de la réalité qui est l'économie linéaire. L'économie linéaire, en fait, je vais vous donner un petit exemple qui va vous donner une idée des impacts de notre économie. Est-ce que vous savez c'est quoi le jour du dépassement? Oui, certaines personnes. Est-ce que vous savez, donc le jour du dépassement, en fait, c'est le jour dans l'année où est-ce qu'on a dépassé la consommation des ressources qui sont renouvelables et qu'on commence à anticiper sur le capital naturel. Et donc, cette année, c'était le 8 août, si je ne me trompe pas, peut-être que M. de Coninck pourrait me corriger si ce n'est pas la bonne. C'est vrai? OK. C'était le 8 août. Bon. Donc, le 8 août. Donc, on vit à crédit depuis un peu plus d'1 mois et on va continuer à vivre à crédit pour le reste du quart de cette année. On va être 9 milliards, comme ça a été dit, en 2050. Les classes moyennes qui consomment 80 des ressources mondiales vont doubler d'ici à 15 ans. Donc, c'est clair qu'avec cette donne démographique-là, mais aussi avec le fait qu'on sait qu'il y a plein de ressources naturelles, que ce soit des ressources au niveau agricole, biotique, ou que ce soit des ressources abiotiques, on est dans une situation où est-ce que le extraire, produire, consommer, jeter à outrance, c'est plus un modèle qui est durable. Puis surtout, au niveau de l'énergie que ça va prendre pour extraire les ressources, de plus en plus, puis aussi l'acceptabilité sociale ou la non-acceptabilité sociale de plusieurs grands projets, ça va venir encore plus limiter l'accès aux ressources renouvelables et non renouvelables. Donc, l'économie linéaire, c'est un paradigme qui ne fonctionne plus et depuis longtemps. Et donc, l'idée, c'est de passer à une économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un concept qui n'est pas encore vraiment stabilisé, du moins dans la communauté scientifique. On n'a pas une seule définition de l'économie circulaire. J'en sais quelque chose parce que j'ai été auteure principale d'un livre blanc sur le sujet. Mais il y a quand même des organisations qui tentent de la définir. Et donc, à l'Institut EDEC, c'est la définition qu'on a décidé d'adopter. C'est la définition du pôle d'action en économie circulaire qui est fondé par plusieurs parties prenantes, dont le chantier de l'économie sociale, des organisations universitaires, des organisations de la société civile. Et on est une des seules organisations qui intègre le bien-être des communautés et des individus dans la définition. Et ce n'est pas anodin parce que c'est un concept qui focus beaucoup sur les ressources, donc qui focus beaucoup sur l'utilisation intelligente des ressources, le fonctionnement en boucle vertueuse, au niveau de la production, mais aussi de la consommation. On va le voir dans le schéma que je vais vous montrer. L'idée, dans le fond, c'est d'étendre la vie utile des produits, des composantes et des matières. C'est de concevoir des produits responsables et durables, réparables, démontables, exempts de toxicité. Puis, évidemment, in fine, c'est d'augmenter le bien-être humain.
Donc, l'économie circulaire, ça, c'est un schéma, c'est le schéma de l'Institut EDEC, mais il en existe. Si vous faites une petite recherche sur Google, vous allez en trouver littéralement des milliers. Un qui est très, très bien fait, d'ailleurs, c'est celui de la Fondation Ellen MacArthur, si jamais vous voulez creuser un petit peu le sujet. À l'Institut EDEC, ce qu'on a décidé de faire, dans le fond, c'est de parler des stratégies puis de parler de la mise en œuvre. Donc, au niveau des stratégies, on en a plusieurs. Je vais vous en parler peut-être de quelques-unes. Donc, l'économie de la fonctionnalité, l'économie collaborative. Vous connaissez sûrement l'économie collaborative parce qu'on a beaucoup parlé de Uber, mais il y a beaucoup d'initiatives d'économie collaborative, comme par exemple Communauto. Tout, en fait, tout ce qui est le partage, je pense que Bicycle, de toute façon, c'est une initiative d'économie collaborative. L'économie de la fonctionnalité, en fait, c'est de remplacer la possession d'un objet par son usage. Donc, on n'est plus un consommateur, on est un usager. Ce qui fait que, par exemple, une entreprise va garder la possession de, par exemple, ça peut être un moteur d'avion, va garder la possession de ce moteur d'avion-là et va louer du kilométrage à des entreprises qui ont besoin de moteurs d'avion, donc des grands avionneurs. Donc ça, en gros, c'est le principe de l'économie de la fonctionnalité. Il y a le réemploi aussi, donc on peut penser à Renaissance, on peut penser à tout ce qu'on utilise en objet de seconde main. Aussi, c'est une stratégie et ça se déploie à diverses échelles. Donc, j'essaie juste de garder le micro avec moi. Donc, on peut penser au niveau d'un territoire ou d'un parc industriel. Donc, ici, ça existe d'ailleurs dans Charlevoix. Au niveau d'une filière, d'un secteur d'activité, d'une organisation. Par exemple, la laiterie Charlevoix, je pense que vous allez certainement en parler tantôt, c'est un bel exemple d'économie circulaire. Aussi, ce que ça prend comme courroie de transmission, évidemment, c'est la mobilisation des acteurs. Donc, on revient souvent, je pense, aux lois, législations qui sont des courroies de transmission, des facilitateurs. Et évidemment, il y a des outils qui sont disponibles et je vais vous en parler de deux par la suite. Donc, l'approche cycle de vie qui se caractérise à travers l'outil qui est l'analyse du cycle de vie et l'approvisionnement responsable. Au niveau d'un territoire ou d'une ville, pour continuer un petit peu sur l'économie circulaire, si on veut comprendre le fonctionnement, dans le fond, c'est qu'on a des flux. On a des entrants, on a des sortants. Ça, c'est une façon très, très simple de démontrer la chose. On a de la nourriture, on a de l'énergie, on a des biens. Ça rentre à l'intérieur d'une ville, il y a une certaine consommation, et ensuite, il y a des extrants. Donc, on a là, c'est en anglais, mais on a du putrescible, on a des émissions dans l'environnement, et on a du non putrescible, donc je m'excuse, je pense en anglais, des wastes, des déchets. Donc, l'idée, dans le fond, c'est d'essayer de circulariser le plus de flux possible, de faire que ce qu'on pouvait considérer comme étant des déchets, comme étant des extrants sans valeur, on leur trouve une valeur, on essaie de les recirculariser idéalement à l'intérieur de la ville, de la municipalité, du territoire, mais ça peut aussi, dans le cas, par exemple, je pense à la laiterie Charlevoix, bien, on a un extrant à l'environnement qui est une eau qui est à peu près pure, je pense, ou encore des bouts d'épandage qui ont une valeur pour l'environnement. Et donc, l'idée, c'est de faire plus avec moins et c'est d'être créatif, innovant et en essayant d'être aussi plus circulaire. Puis comme M. le maire l'a évoqué hier, bien, l'aspect territorial en économie circulaire pour une ville, c'est extrêmement important. Un autre concept à l'intérieur de l'économie circulaire qui peut être intéressant pour une municipalité, c'est l'écologie industrielle à l'échelle territoriale. Ici, c'est l'exemple de Kalundborg, qui est une ville au Danemark. C'est la première symbiose industrielle qui existe. Symbiose industrielle étant, dans le fond, c'est la mise en commun de plusieurs entreprises qui, sur un territoire, s'échangent des flux. Donc, ça peut être de l'énergie, ça peut être de la matière, ça peut être des services, ça peut être des ressources humaines aussi. Et donc, l'idée ici, c'est de vraiment avoir à peu près aucun extrant, c'est de fonctionner comme un écosystème. Dans le fond, les écosystèmes naturels, il n'y a pas de perte, rien ne se perd, rien ne se crée. Et l'idée, c'est de recréer ça à travers un écosystème industriel. Et ça existe évidemment au Québec. Il y a tout un réseau, 5 minutes déjà, OK?
Par exemple, à Bécancour, il y a un grand parc de synergie industrielle où est-ce qu'ils ont eu 1,6 million d'économies à travers tous les échanges qui ont pu être faits. Je vais vous parler très brièvement de l'approche cycle de vie pour introduire le concept suivant qui est l'approvisionnement responsable. Donc, l'approche cycle de vie, comme vous savez, c'est de se préoccuper des impacts à chaque étape du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Donc, nous, ici, en tant que consommateurs, on peut être à une certaine étape du cycle de vie. En tant que ville, on peut être à une autre étape du cycle de vie, on peut être un producteur, on peut être à la fin du cycle de vie. Et donc, à travers tous nos rôles dans la société, on est à presque... peut-être pas toutes les étapes, mais on est souvent à plusieurs étapes du cycle de vie. Et donc, c'est une façon de penser qui peut être intéressante aussi pour une municipalité, c'est de se dire, bien, nous, on est ici dans un certain rôle, mais est-ce qu'on peut imaginer à toutes les autres étapes du cycle de vie, c'est quoi les impacts? Et donc, c'est une lunette qu'on peut adopter pour essayer de changer les pratiques et aussi d'innover. L'approvisionnement responsable, il y en avait certains ici qui savaient qu'est-ce que c'était. Moi, mon sujet de maîtrise, ça a été vraiment l'approvisionnement socialement responsable. L'approvisionnement responsable, souvent, c'est vu par une lentille environnementale. Et c'est vrai qu'un approvisionnement responsable peut avoir des conséquences néfastes ou excellentes pour l'environnement, mais au niveau social, je pense qu'on en parle de plus en plus. On a commencé beaucoup à en parler quand il y a eu l'effondrement au Bangladesh. Il y a eu beaucoup de vies humaines qui ont été... il y a beaucoup de gens qui sont morts dans cet effondrement-là, mais il y a beaucoup d'autres impacts aussi au niveau social. Il y a le travail des enfants, il y a par exemple des communautés autochtones qui sont éradiquées pour pouvoir avoir un certain approvisionnement pour certaines entreprises. Bref, l'approvisionnement, c'est un choix pour une communauté, pour une ville, qui peut avoir des impacts sur tout le cycle de vie, surtout en amont de la consommation. On a la chance au Québec d'avoir une organisation qui s'appelle l'ECPAR. C'est l'espace de concertation pour les politiques d'approvisionnement responsable. Lorsque j'étais au CIREC, j'ai contribué à cet outil-là qui est le baromètre de l'approvisionnement responsable. Puis c'est une grille qui peut être très intéressante d'adopter. Je sais que vous êtes en train de développer une politique d'approvisionnement, ou en tout cas, j'ai pas trouvé la politique en tant que telle. OK, donc ça peut peut-être vous être utile. Et donc, il y a 5 dimensions, 20 indicateurs. C'est basé sur la littérature. On a fait une revue littérature extensive sur le sujet. Ça a été évidemment, bon, l'outil a été testé. On a eu des résultats. Vous pouvez les voir sur le web. Et donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce qu'on peut déterminer après ça où est-ce qu'on en est dans nos pratiques, dans l'avancement de nos pratiques d'approvisionnement. Et finalement, l'économie sociale, c'est un choix d'approvisionnement qui est évidemment un outil de développement territorial très intéressant. Ça a des impacts environnementaux et sociaux. Et comme le dit souvent Jean-Martin Haussan, c'est plusieurs milliards de dollars au Québec de PIB. Ça représente 10% de ce qui est produit. Et donc, pour le Québec et surtout pour les régions, c'est extrêmement intéressant d'intégrer l'économie sociale dans son approvisionnement. Donc, on voit dans les pistes proposées qu'il y a déjà des choses qui se font à Baie-Saint-Paul. J'ai presque fini. Par exemple, la coop de l'arbre, et Antoine va vous en parler, c'est une entreprise d'économie sociale, puis c'est aussi de l'innovation sociale qui est cohérent avec l'économie circulaire, qui est cohérent avec une approche cycle de vie et qui peut être évidemment un choix responsable en approvisionnement responsable. Puis, je lance la question, à travers ce que vous avez vu, qu'est-ce qui vous a été utile? Qu'est-ce que vous pourriez considérer comme étant des freins, comme étant des leviers? C'est sûr que c'est à vous de décider, mais j'espère que certaines de ces choses-là ont été inspirantes. Puis, je termine en vous invitant à Cycle 2016 à Montréal en octobre. Si le cycle de vie vous intéresse, vous allez entendre plein de communications scientifiques qui vous sauront, j'espère, continuer à vous inspirer. Merci.